Ils viennent de passer leur 3e nuit sous tente, place du Palais Royal à Paris, coincés entre le Louvre et le Conseil d'État. 350 adolescents, exilés et isolés, défendus par des associations, notamment Utopia 56 et Médecins sans frontières. Je m'y suis rendu hier pour vous rapporter quelques images de ce camp de fortune, installé à même le sol désormais gelé, avec le froid hivernal au point que plusieurs d'entre eux ont déjà été pris en charge après un début d'hypothermie. Majoritairement originaires d'Afrique et de l'Ouest et d'Afghanistan, ils survivent dans des conditions très difficiles depuis 5 mois sous le périphérique sud à Paris, loin des regards, et sans doute pour cela qu'ils ont décidé, vendredi dernier, de s'installer en plein cœur de la capitale. Alors, les mois des passants et la solidarité des associations rythment ce quotidien de plus en plus difficile, de plus en plus froid, sous le regard de la police continuellement présente, mais surtout face au silence assourdissant des autorités que dénonce notamment Utopia 56. Et pour en parler justement, je reçois Charlotte Cointes, coordinatrice de l'association. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors tout d'abord, à l'issue de cette 3e nuit, placée sous cette nuit froide, de plus en plus froide à Paris, place du Palais Royal, comment ça se passe, je veux dire, humainement, pour ces personnes? Est-ce qu'elles vont bien? Elles sont déterminées. C'est des jeunes très déterminés qui vont bien, non, mais ça fait des mois en fait qui vont mal et qu'on le signale. Il y avait déjà eu des incidents sur le campement à Ivry avec un jeune qui avait tenté de mettre fin à ses jours, par exemple, et des alertes avaient été faites et depuis rien n'avait changé. Aujourd'hui, c'est le froid qui vient de plus en plus. Donc voilà, la santé mentale de ces jeunes est de toute façon altérée depuis des mois et des mois et des mois. Alors, pourquoi avoir décidé d'investir, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Paris, ça se situe du coup à côté en face du Conseil d'État. Est-ce que c'était l'objectif de viser ce pouvoir ou de se faire voir du pouvoir ? Alors, il y a plusieurs objectifs. Ils voulaient être visibles. C'est des jeunes qui ont le sentiment d'être invisibilisés depuis des mois, en fait. Donc là, ils ont voulu être visibles. Et le Conseil d'État, c'est quand même une des plus hautes juridictions françaises qui a pour rôle de conseiller l'Assemblée nationale et le Sénat dans l'élaboration des lois. Et il y a beaucoup de lois qui régissent les droits de ces mineurs isolés, qui est assez peu respecté. Il faut que la loi change, notamment. Donc c'est aussi pour ça qu'on aimerait que le Conseil d'État soit interpellé. Et il a aussi le rôle de faire respecter les libertés fondamentales de chacun par l'État et de remettre l'État en face de ses responsabilités. État et tout du moins pouvoir qui reste muet. Enfin, est-ce que vous avez eu des liens? Est-ce qu'il y a du nouveau? Parce que vous dénonciez un silence assourdissant. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, alors il y a de vagues nouveautés, c'est-à-dire qu'il a été proposé une prise en charge, mais qui n'est pas suffisante en termes de nombre de places et qui n'apporte aucune garantie sur la pérennité de cette prise en charge, qui a priori se ferait dans des gymnases. Et pour le moment, les jeunes, tant que tout le monde n'est pas concerné par cette mise à l'abri, ne veulent pas partir. Et il faut aussi cette garantie de pérennité, parce qu'on a vu des prises en charge qui prenaient fin au bout d'une semaine avec le retour de tout le monde à la rue. Et là, on ne peut pas se permettre ça. Donc, les revendications, pour être claires, il y en a plusieurs, il y en a une qui prédomine. Comment ça se passe ? Les revendications, c'est déjà dans l'urgence de mettre à l'abri les personnes qui sont à la rue. Ça, c'est la revendication de premier niveau dans l'immédiat. Mais c'est aussi d'apporter des garanties pour les prochains jeunes qui vont arriver, parce que des jeunes qui arrivent pour être reconnus mineurs et être protégés par l'État français, il en arrive tous les jours. Et c'est des garanties pour ces jeunes-là aussi qui vont arriver dans les prochains mois, les prochaines années, pour qu'ils soient pris en charge de manière adaptée. Et enfin, c'est la reconnaissance de la présomption de minorité comme un principe qui doit être mis en avant. Et là, ce n'est pas le cas, parce qu'ils sont des mois et des mois à la rue une fois que le département les a refusés comme mineurs. Oui, justement, hier, j'étais sur place, comme je l'ai raconté tout à l'heure, et j'ai pu voir une dame noire, très en colère, sommant ces jeunes de ne pas venir justement en France, de rester dans leur pays pour, je la cite de mémoire, y travailler avec leurs forces. Elle montrait un peu qu'ils avaient des forces et aider leur nation. Et c'est un argument qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux ou dans certaines chaînes de télévision, avancé par nombre de personnes, souvent issues des mouvances de droite, pour être clair, pour justifier une politique de non-accueil. Qu'est-ce que Utopia, ou même vous, aurez à leur répondre ?
Nous, on dit que les pas contents, c'est les pas contents, quoi. On restera et on lâchera pas tant qu'il n'y aura pas d'accueil digne, en fait. Donc, non, la liberté de circulation, la liberté d'installation, c'est un principe qu'on veut faire valoir, qui existe pour des milliers, des centaines de milliers d'Européens. Il n'y a pas de raison que ce soit la même chose pour les personnes qui viennent de l'extérieur de l'Europe. Donc, non, ces jeunes ont le droit de venir en France, d'être protégés par la France. Les textes existent et les lois existent. Donc, on ne lâchera pas. Hein. Bien. Alors, ce sujet des exilés, parfois appelés migrants aussi, est beaucoup traité par les médias. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, chez Utopia, de ce traitement dans les médias ? Il y a plusieurs réponses. Déjà, nous, on subit des vagues de haine sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi ce versant-là de la communication où c'est très violent, ce qui est envoyé à l'égard des militants, déjà d'une part, des associations, mais aussi des personnes exilées qu'on soutient. C'est extrêmement violent, et dans les médias, il y a des médias qui le traitent de manière très correcte et humaine, et beaucoup d'autres qui se font beaucoup entendre, qui le traitent avec beaucoup de fausses informations, des faux chiffres, ou alors des chiffres qui sont détournés, mal utilisés, et évidemment ça porte préjudice et ça augmente la stigmatisation de ces personnes qui déjà la subissent beaucoup. Alors habituellement, c'est une évacuation policière qui est pratiquée et qui est très vite opérée sans vraie solution humanitaire apportée. C'est ce que vous dénoncez régulièrement, vous et d'autres associations, notamment Médecins sans frontières qui sont présents. D'ailleurs, avant ma prochaine question, quel est son rôle à Médecins sans frontières aujourd'hui ici ? Pourquoi c'est important qu'il soit Alors, là ? je voudrais juste préciser que sur cette action-là, on est accompagné aussi de Médecins du Monde et des Mini-Dumi et de la TIMI, qui sont des autres associations parisiennes qui aident les mineurs isolés depuis longtemps. Et tout ça se fait collectivement avec tous ces gens. Médecins sans frontières, ils ont une mission en France pour l'accueil des mineurs isolés qui existe depuis plusieurs années. C'est une ONG quand même qui est reconnue depuis longtemps et qui se trouve aujourd'hui, au moment où je vous parle, en tous les cas il y a encore 30 minutes, était empêchée par la police de monter sa clinique mobile, sachant qu'il y a eu, comme vous l'avez dit, plusieurs jeunes qui ont été transportés aux urgences pour des symptômes liés au grand froid s'approchant de l'hypothermie, et que les services des urgences les plus proches nous ont dit commencer à être saturés et en difficulté de recevoir ces jeunes. Et donc en parallèle, on a la police qui empêche un dispositif médical d'association de s'installer. C'est très problématique, et la présence des MSF, au même titre que les autres associations, est précieuse et importante pour faire valoir, encore une fois, le droit de ces jeunes sur tous les aspects de santé mentale, d'accès aux droits et d'accès aux soins, en fait. Bien sûr, on comprend. Alors justement, juste avant, je faisais référence à ces évacuations répétées qu'on connaît, monnaie courante dans les quartiers notamment du nord de Paris, La Chapelle par exemple. Est-ce que c'est ici redouté, encore une fois, pour cette action-là ? Est-ce que ça va venir à un moment donné ou... Ça, on ne sait pas. C'est la décision de la préfecture et la préfecture de police. Donc, c'est une évacuation, une expulsion. C'est pareil, il y a des lois qui régissent les procédures d'expulsion. Donc, s'ils veulent entamer une procédure d'expulsion, il va falloir respecter la loi. Sinon, les associations seront toujours là pour, de toute façon, mettre la lumière sur les manquements et les dysfonctionnements. Donc, s'il y a opération de police... Il y en a parfois des manquements, Oui, il y en a eu des expulsions qui respectent pas la procédure d'expulsion. Il y en a tous les jours dans le nord de la France, à Paris. C'est en permanence. Et donc, on aura des avocats qui travailleront là-dessus, mais on espère plutôt une mise à l'abri. Et je pense qu'on compte sur la bonne intelligence de tous les services de la préfecture d'Île-de-France, de la DRIL, pour que tout ça se passe bien et humainement et dignement. Alors, en parlant de tout ça, il y a une autre actualité dont je parlais tout à l'heure, qui est importante. La condamnation, enfin, du moins, l'État français a été jugé responsable de la mutilation d'un réfugié afghan et blessé au visage par un tir de flashball à Calais. On faisait référence au nord de la France à l'instant. En 2016, c'était un petit moment déjà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ?
La justice, finalement, ça fonctionne. Alors, c'est pour cet homme, pour qui c'est une bonne nouvelle, disons, parce que ça a été, je pense, 2016-2022, ça fait 6 ans de combat judiciaire, donc c'est énorme, surtout quand on est une personne exilée, c'est énorme. Donc déjà, bravo à lui et à son avocat d'avoir tenu bon. Et puis, oui, c'est une bonne nouvelle parce que l'État est tenu pour responsable. Maintenant, dans la décision, il a quand même été un peu précisé que les indemnités, la somme que la personne allait recevoir avait été réduite de je ne sais plus combien, parce qu'il était quand même un petit peu considéré responsable par ce qui lui était arrivé. Et que, étant donné qu'il était impossible d'identifier qui avait tiré ce flashball... Je pensais que c'était le cas, que l'agent avait été identifié, je crois, non, l'agent, en tous les cas, il n'y a pas eu de poursuite contre l'agent. Ouais. Et donc voilà, c'est toujours un peu en demi-teinte, quoi, les victoires. Mais bon, il en reste que la justice a fait son travail et l'État est tenu pour responsable. Donc ça met en lumière quelque chose de systémique, quelque chose d'organisé. Bon. Au sein de l'État. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Parce que, à Calais, des violences policières, il y en a encore. Et avec l'Angleterre qui paye de nouveau, on a vu 72 millions d'euros de plus pour que la France retienne. Ça ne va pas s'arranger finalement. En France, tant que la liberté de circulation et tant que les personnes n'auront pas le droit de rejoindre l'Angleterre par des voies sûres, non, la police va continuer à être renforcée, ses moyens vont continuer à être renforcés, la frontière va continuer à être militarisée, les gens vont continuer à prendre des risques, à devoir se retrouver dans des situations où ils vont prendre des risques et on va le leur reprocher, alors même que c'est les premières victimes. Oui, ça va être continuel tant que des mesures, encore une fois, humaines d'accueil ne seront pas prises. Et ma dernière question, dans l'immédiat, là, dans l'attente d'une action éventuelle de l'État, pour revenir à la place du Palais Royal, les personnes qui nous regardent et qui voudraient éventuellement participer à la solidarité, apporter le soutien à une des assos, notamment celle que vous représentez aujourd'hui, comment ils peuvent se débrouiller pour... c'est faire des dons aux assos, en fait, vraiment. Faire des dons, oui, aux assos, parce qu'on est toutes dans le besoin. Les entraves sont tellement... l'action est devenue tellement compliquée que, il y a beaucoup de dépenses qui sont générées par les associations. Donc, faites des dons et rejoignez-les pour faire du bénévolat. Et si tout ça est impossible, parce que tout ça peut être impossible, on est tous et toutes sur les réseaux sociaux. Et donc... communiquer, repartager les communications des assos, c'est très important et d'en parler autour de soi surtout. Merci beaucoup Charlotte Cointès. Je rappelle avec plaisir que vous êtes coordinatrice nationale d'Utopia 56 et à bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà terminé. Merci d'avoir suivi ce flash de 15h. Non, c'est pas 15, 17 le prompteur, c'est le direct, comme quoi on ne ment pas. Pour soutenir notre média, votre média, vous le savez, nous avons lancé une grande cagnotte, une grande campagne de dons de fin d'année. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien pour participer à la hauteur de vos moyens. Il n'y a pas de petits gestes, car c'est le nombre, nous toutes et tous, qui ensemble formons la force. On est déjà de plus en plus nombreux à avoir récolté 90 000 euros de dons. Objectif 100 000 euros d'ici à mercredi. C'est possible ensemble. 1000 merci d'avance.